Madame, Monsieur, bonsoir. Éducation financière et TVA au menu de questions éco ce soir. En première partie, enjeux et impact de l'éducation financière en temps de crise. Un petit rappel peut-être avant de établir le contact avec nos invités et de commencer. Une définition de l'éducation financière. Eh bien, selon le conseil de l'OCDE, l'éducation financière est le processus par lequel consommateurs et investisseurs améliorent leur connaissance des produits et risques financiers. Ils acquièrent les compétences et la confiance nécessaires pour devenir plus sensibles aux opportunités, feront des choix raisonnés et, in fine, devront améliorer leur bien-être financier. Nous en parlons ce soir avec la directrice exécutive de la Fondation marocaine pour l'éducation financière, Fatem Zahra Aziz. Et crise oblige, le sujet est plus que nécessaire à traiter, tout comme celui de la TVA et l'informel. Nous étudierons en seconde partie la relation de cause à effet entre ces deux réalités et tenterons aussi de réfléchir une réforme pragmatique du dispositif fiscal à même de formaliser notre économie tout en créant de la valeur. Ce sera en compagnie de Mohamedi Rachdili Yacoubi, président du Cercle des fiscalistes du Maroc. Bienvenue à toutes et à tous. La crise sanitaire n'a pas manqué, bien sûr, de toucher le secteur financier, mais ces régulateurs redoublent d'efforts en matière d'éducation financière en vue de sensibiliser les consommateurs, mais aussi les investisseurs, pour leur permettre de prévenir le maximum de risques. Les détails de ce gros plan de communication avec Alam Nadi. En temps de pandémie, consommateurs et investisseurs se sentent désarmés. Heureusement que les régulateurs financiers ne ferment pas l'œil pour les assister de manière éducative. Dernier exemple en date, celui de l'ACAPS, l'autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale, a renforcé son action en matière d'éducation financière en publiant récemment un catalogue multimédia proposant des conseils en matière d'assurance et de prévoyance sociale. Même initiative de la Bourse de Casablanca qui a signé fin 2020 un partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale. Objectif, intégrer l'éducation financière et la culture boursière dans les programmes universitaires. D'autres régulateurs ont fait de même. C'est le cas de l'autorité marocaine du marché des capitaux qui a lancé une application mobile proposant un quiz autour de l'éducation financière. La Banque centrale a choisi de son côté de lancer des infos utiles. La première concerne les incidents de paiement et la deuxième détaille les modalités d'obtention d'un rapport de solvabilité. D'après les observateurs, les régulateurs ont tous les outils adéquats et nécessaires pour généraliser l'éducation financière au Maroc d'ici 2022. Et donc, nous parlons éducation financière avec notre première invitée que j'ai le plaisir d'accueillir depuis Rabat par Skype, Fatem Zahra Aziz, directrice exécutive de la Fondation marocaine pour l'éducation financière. Bonsoir Fatem Zahra Aziz. Bonsoir Madame Ihsan, je tiens tout d'abord à vous remercier ainsi que Medi 1 TV pour l'invitation et pour votre intérêt pour le domaine de l'éducation financière. Merci à vous d'être avec nous, Madame Aziz. Donc, nous venons de l'écouter, une généralisation de l'éducation financière. Mais finalement, qui est concerné par l'éducation financière ? Écoutez, en un mot, je dirais tout le monde. Oui, nous sommes tous concernés par l'éducation financière, les enfants, les jeunes, les parents, les salariés, les commerçants, les entrepreneurs. Vous et moi, à des degrés et avec des besoins différents. Vous l'avez bien dit au début, la définition de l'éducation financière permet de développer les aptitudes financières des citoyens, d'améliorer leur bien-être financier. C'est effectivement un processus qui vise le développement de ces aptitudes pour une bonne gestion de leurs finances, pour leur permettre de faire des choix avisés, des services financiers adaptés à leur situation et à leurs besoins, et pour une utilisation responsable des services financiers qui sont offerts à eux. Très bien, et on vient de le suivre également, les institutions financières, notamment de régulation, s'intéressent beaucoup à cette question d'éducation financière. Selon vous, est-ce suffisant ? Je vais commencer, si vous permettez, par deux principales enquêtes qui ont été conduites au Maroc par la Banque centrale et la Banque mondiale sur le niveau de compétences et d'inclusion financière des Marocains. Elles ont été conduites respectivement en 2014 et 2017
et on fait ressortir toutes les deux les lacunes et écarts des Marocains en termes de connaissances financières et également en termes d'utilisation et d'inclusion financière. Les besoins et les attentes sont donc considérables au Maroc et la conjugaison des efforts de toutes les parties prenantes est primordiale. C'est vrai que la communication institutionnelle permet d'informer, de rassurer le citoyen et les institutions et les différentes parties prenantes, mais celles-ci, c'est-à-dire les autres parties prenantes, ont un rôle à jouer aussi pour adresser les populations prioritaires et les atteindre parce que ce sont elles qui sont sur le terrain et en contact direct avec les populations identifiées comme prioritaires. Il est en effet important aussi, je soulignerai aussi cela, de diversifier les intervenants, les formats, les supports, mais également les canaux et les messages pour une efficacité des initiatives et des actions entreprises et pour un impact plus positif sur les compétences et les connaissances des citoyens touchés. Alors, il s'agit d'inclusion financière. D'ailleurs, il s'agira aussi d'inclusion financière et notamment de cette lutte contre l'informel en deuxième partie d'émission. Mais inclusion financière, oui. Et aussi, puisque nous sommes en train de vivre une crise économique inédite due, bien sûr, à la crise sanitaire. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'épargne. Quel est le rôle, n'est-ce pas, de l'éducation financière pour donner un peu plus confiance aux citoyens pour avoir recours à l'épargne en ces temps de crise, en l'occurrence? Écoutez, vous l'avez bien dit, la crise économique actuelle qui a été engendrée par la crise sanitaire nous a permis de comprendre tous que dans la vie, personne n'est à l'abri des risques et d'imprévus. Et nous a aussi fait montrer l'importance de l'épargne pour faire face aux premières dépenses. D'ailleurs, vous l'avez dit tout à l'heure, le bien-être financier se définit comme avoir la capacité de gérer une crise et de la dépasser. C'est dans ce sens donc que la culture de l'épargne est un des objectifs de tout programme d'éducation financière. D'ailleurs, plusieurs pays les plus développés, suite à la crise économique actuelle, ont relancé des programmes dans ce sens-là qui ciblent notamment les populations les plus touchées par la crise, les femmes et les jeunes en l'occurrence. Mais il y a des épargnes différentes, avec des rendements différents selon la catégorie. Peut-être si vous pouviez nous en citer quelques-unes. Vous avez cité les femmes, je citerai aussi les jeunes, par exemple, sur cet aspect de l'épargne. Tout à fait. Si vous voulez bien, avant de parler de l'épargne, je voudrais souligner l'importance d'aborder en premier lieu la planification et la gestion budgétaire. Nous avons besoin d'une prise de conscience par rapport à la nécessité de maîtriser notre budget, à nous fixer des objectifs et à nous donner les moyens de réaliser. L'épargne est un des moyens pour nous permettre justement d'atteindre nos objectifs financiers. Dans nos différents modules d'éducation financière, nous expliquons les différentes méthodes d'épargne en soulignant les avantages et inconvénients de chacune. Et c'est aux citoyens de choisir le produit et la méthode d'épargne qui répond au mieux à ses besoins. Nous avons plusieurs formes, les dépôts, les comptes d'épargne, tels que les carnets d'épargne, ou les dépôts d'investissement, les retraites, assurance vie, investissement sur le marché boursier, et j'en passe. Les critères de choix varient d'une personne à l'autre. Je citerai le rendement, je citerai également la durée de l'épargne et également l'accessibilité, le rendement, etc. Donc, c'est vraiment du sur-mesure et c'est en fonction des besoins et de la situation de chacun des citoyens. On va peut-être terminer avec cet aspect pédagogique parce que toute cette première partie, elle est nettement pas pédagogique puisqu'on parle d'éducation financière de toute façon. Comment impliquer davantage les jeunes, Fatem Zahra Aziz, comment ou de quelle manière peut-on susciter l'intérêt des jeunes, notamment étudiants ou même élèves, pour les programmes d'éducation financière? Je vous remercie pour la question. Effectivement, c'est une question qui est posée à l'international et qui revient. L'éducation financière concerne tout le monde, on l'a dit. Elle doit commencer dès le plus jeune âge, au sein même de la famille, à l'école, dans les établissements de formation. La société civile aussi a un rôle à jouer, les masses médias. Donc nous sommes tous responsables effectivement de promouvoir l'éducation financière à travers notre comportement, à travers la diffusion et la promotion d'informations et de connaissances fiables et crédibles par rapport à cela. Pour la catégorie de jeunes, nous avons besoin de comprendre d'abord
leurs attentes, leur perception de l'épargne et des autres sujets d'éducation financière. Il faut tenir compte donc de leur profil, des différents segments qui forment la grande cible de jeunes. Nos messages doivent être adaptés à ces différents segments. Je voudrais ajouter aussi que le digital et la connectivité des jeunes sont des opportunités à saisir pour justement développer leurs connaissances et compétences à travers des jeux ludiques, des applications, la communication sur les réseaux sociaux. Sans oublier enfin les challenges, les défis, les concours ou encore les événements, les bootcamps qui sont destinés aux jeunes et qui permettent de créer sous forme de situations d'apprentissage par l'échange, par l'interaction, d'apprentissage participatif, ne sont pas donc à négliger. Et voilà, donc je saisis cette occasion pour informer les téléspectateurs que nous organisons notre rendez-vous annuel Global Money Week, donc les journées de la finance qui sont destinées aux jeunes et aux enfants et qui aura lieu au Maroc du 22 mars au 4 avril 2021. C'est un événement international porté par l'OCDE. Je vous invite tous et toutes à nous suivre avec nos partenaires sur les réseaux sociaux. Et c'est destiné à toutes les catégories socio-professionnelles et à toutes les tranches d'âge. Alors, c'est destiné particulièrement aux enfants et jeunes, mais tout l'écosystème de cette cible, c'est-à-dire les parents, les ménages, mais aussi les enseignants, le corps professoral de manière générale et toute la société, parce que ça se passe sur les réseaux sociaux, les messages sont adaptés à différentes cibles et segments. Du 22 mars au 4 avril, comme ça, on prend note. Merci beaucoup. Tout à fait. Fatem Zahra Aziz, directrice exécutive de la Fondation marocaine pour l'éducation financière. Merci. Je vous en prie. Au revoir. Restez avec nous. Tout de suite, la seconde partie de Questions Éco. Contrairement à cette idée reçue, eh bien, c'est la taxe sur la valeur ajoutée, la TVA, et non l'IS, l'impôt sur les sociétés, qui constitue la principale composante fiscale qui influence le secteur informel. C'est en tout cas ce qu'a révélé le HCP, le Haut Commissariat au Plan, dans une récente étude sur l'évolution de l'informel. Les détails avec Ala Benani. Dans son étude intitulée « Le secteur informel au Maroc, principales caractéristiques et tendances d'évolution », le Haut Commissariat au Plan affirme que les chefs d'unité de production informelle, dits UPI, s'approvisionnent en amont auprès de fournisseurs qui eux-mêmes sous-déclarent ou travaillent dans l'informel. Ceci leur permet ainsi d'échapper à la facturation en s'acquittant de la TVA. De plus, le recours à l'informel est favorisé par le chômage causé par une hausse soutenue du SMIC, fait observer l'étude. Cela veut dire que toute augmentation du SMIC contraint particulièrement les TPE et les PME à réduire leur effectif ou à ne pas les déclarer. Par conséquent, il n'est pas surprenant que le recul de l'informel soit souvent considéré comme un objectif fondamental de la réforme fiscale. Selon une étude du cabinet de conseil international Roland Berger datant de 2014, le poids de l'économie souterraine marocaine était estimé à environ 21% du PIB non agricole. Le FMI, lui, l'avait estimé à 34% en moyenne sur la période 1991-2015. Ce pourcentage est le plus proche en tout cas de celui de Banque Al Maghreb qui a estimé que l'informel représentait 31,3% du PIB sur la période 2006-2017. Et j'ai le plaisir à présent d'accueillir depuis Marrakech Mohamedi Rachdi Yacoubi, président du Cercle des fiscalistes du Maroc. Bonsoir Mohamedi Rachdi Yacoubi. Bonsoir Madame Hassan. Donc, bonsoir. Ces conclusions sont claires, mais avions-nous réellement besoin de cette étude pour savoir que c'est pour échapper à la TVA que beaucoup d'entreprises ne déclarent pas l'ensemble de leurs activités, mais aussi de leurs employés? Oui, on a besoin de ce genre d'études, surtout lorsque l'étude émane d'un organisme comme le Haut Commissariat au Plan, ou des fois ça peut être aussi le Conseil économique et social. C'est une bonne chose. C'est des entités qui ont leur notoriété et je dirais dans la vie est impactant. Rappelons encore une fois, peut-être que c'était connu, ne serait-ce que du côté de l'administration fiscale, des professionnels des chiffres, effectivement, l'informalité au Maroc
est fortement impacté par la TVA en premier lieu, avant de parler de l'impôt sur le bénéfice. L'informel ou les entreprises informelles d'une façon générale s'approvisionnent en amont auprès d'entreprises qui sont dans l'informel, qui sont eux-mêmes, je dirais, dans un système de sous-déclaration ou qui travaillent carrément dans le noir. Ceci leur permet d'acheter sans facture réglementée et donc d'échapper à la facturation en mode TVA. Et c'est ce qui explique d'ailleurs la prolifération des activités au niveau, je dirais, du commerce de détail traditionnel d'une façon générale. Regardez ce qui se passe à Dreb-Ghellef, regardez ce qui se passe au niveau du commerce de détail et de gros dans les provinces du Nord. Et vous allez comprendre effectivement que le levier de la TVA est important pour booster l'activité informelle au Maroc. Oui. Il y a aussi, outre que la TVA, un autre aspect qui a été relevé dans ce rapport du HCP, il s'agit des challenges administratifs, de la lenteur, du coût, des procédures administratives et fiscales qui peuvent freiner également la formalisation de l'activité de plusieurs unités. Aujourd'hui, on parle beaucoup de modernisation de l'administration. Pourquoi cela bloque toujours sur ces deux aspects-là, notamment administratifs et fiscaux ? Tout à fait. Je tiens déjà à souligner un autre point qui me semble important, c'est celui de la faible inclusion financière de ces unités informelles. Dans l'informel, vous avez de très petites entreprises qui très souvent ont d'énormes difficultés de trésorerie. Cet handicap, je dirais, fragilise l'activité d'une façon générale et la rend structurelle. Ça, c'est le premier problème, c'est celui de l'inclusion financière. Revenons maintenant à tout ce qui est bureaucratie, etc. Effectivement, l'étude met en exergue le fait que tout ce qui est réglementation contraignante, comme les textes de loi, les documents à fournir, des fois, on n'a pas connaissance de la liste des documents, sans parler du nombre de documents à fournir aux différentes administrations pour telle ou telle autorisation, pour telle ou telle demande donc, qui peut concerner un entrepreneur. Je dirais ce formalisme, cette multiplication des formalités à remplir, les complications liées à la création d'une petite entreprise sont considérées souvent comme il élève le coût de la création et cette complexité, effectivement, encourage l'informalité. Sans parler que vous avez affaire dans ce genre d'activité très souvent à des entrepreneurs qui ont un niveau de formation qui est relativement faible, ce qui renforce encore une fois cette situation. C'est ce qui, ravive encore davantage l'informalité. Mohamed Rajdili Yaqoubi, il y a également un dilemme, celui de la hausse du SMIC. Alors oui, on se bat, soit les syndicats, mais aussi la société civile, pour la hausse du salaire minimum, mais voilà, cela représenterait aussi un frein par rapport à la régularisation, notamment du personnel de plusieurs unités de production ou commerce. Comment remédier à cela ? Déjà, je rappelle les derniers chiffres. Le SMIC au Maroc est de 14,81 dirhams par heure, je dirais depuis le 1er juillet dernier. 14,80 dirhams l'heure, ce qui rend le coût d'un salaire pour, des activités dans le domaine de l'industrie et du commerce à quelque chose comme 3 425 dirhams. Dans le secteur agricole, le coût pour l'entrepreneur est de 4 414 dirhams. Sans parler que cette augmentation du SMIC a touché indirectement aussi les salaires des travailleurs domestiques. Sans parler, je dirais, du SMIC horaire, donc, qui a été élevé. Il faut dire aussi que nous avons des charges sociales d'environ 28%, plus exactement 27,83%. Et là, je tiens à rappeler que nous avons, l'un des SMIC les plus élevés en Afrique, donc il faut le dire. Alors maintenant, je rappelle ces chiffres. Je rappelle ces chiffres tout simplement parce que ces ajustements du SMIC influencent également l'activité informelle.
Tout ce que je veux dire encore une fois ici, en l'absence de mesures d'accompagnement, le passage de l'informel vers le formel se trouve favorisé par le chômage causé par la hausse du SMIC. Et c'est une réalité. C'est une réalité surtout pour les activités qui sont intensives en main-d'œuvre. Quand vous avez 15 ou 20 salariés, très souvent, vous avez plutôt tendance à ne pas les déclarer ou alors à les mettre dans des situations. Mohamed El Ajdili Yacoubi, oui, précarité, mais il faut parler aussi pragmatisme. Si on devait parler d'ingrédients de réforme fiscale à même de jouer en faveur de la formalisation de l'économie, est-ce qu'on devrait peut-être envisager d'adapter, d'ajuster l'imposition, soit-elle de la TVA d'ailleurs dont on parlait au début, ou des charges sociales, selon le chiffre d'affaires de l'entreprise? Que dites-vous par rapport à cela? Aux dernières assises sur la fiscalité à Skhirat, je faisais partie d'un atelier qui travaille justement sur ce genre de problématiques liées à la TPE et aux activités économiques de proximité. Et l'une des recommandations phares, c'était justement la mise en place de la contribution professionnelle unique, l'impôt unique qui est entré en vigueur à partir de ce 1er janvier. Je veux dire ici que encore cette mesure, quand bien même intéressante, reste insuffisante. D'une façon générale, l'entrepreneur, et notamment dans le cas de la TPE, perçoit la charge fiscale comme étant élevée. Il faut essayer de réfléchir à un système fiscal qui est adapté à cette catégorie-là. Je pense qu'on est sur la bonne voie parce qu'on a mis en place justement un dispositif fiscal qui est encourageant pour l'auto-entrepreneur, encourageant aussi pour les activités anciennement soumises au régime forfaitaire qui passent maintenant au régime de la contribution CPU professionnelle unique avec un seul impôt qui remplace, je dirais, la taxe professionnelle, l'IR, la TVA, etc. Et c'est une bonne chose. Et en plus, ce que j'ai fortement apprécié, c'est que la cerise sur le gâteau, c'est qu'on a mis en place à partir de janvier de cette année une AMO obligatoire, une assurance maladie obligatoire, qui va assurer un début de couverture sociale pour les auto-entrepreneurs et pour justement toutes ces entreprises personnes physiques anciennement opérant dans le régime du forfaitaire. Je pense qu'il faudrait maintenant travailler davantage sur la vulgarisation, sur je dirais, des tournées dans les chambres de commerce, dans les antennes de la CGM, pour sensibiliser, je dirais, les auto-entrepreneurs ou les petites entreprises par rapport à ce nouveau dispositif. Il faudrait le marketer, le vendre. Effectivement, moi je le crois, c'est un dispositif qui est encourageant. Il est tellement encourageant qu'il attire d'autres catégories de contribuables auxquels il n'est pas destiné. Et ça, c'est une autre problématique aussi de l'administration fiscale, c'est d'essayer de freiner la fuite vers, je dirais, ces dispositifs fiscaux qui sont favorables et qui sont destinés aux petits contribuables. Il faudrait trouver la solution pour lutter contre, je dirais, d'autres catégories qui essaient de profiter du dispositif alors que ce dispositif est destiné à une catégorie bien précise. Et il faut encourager justement cette catégorie-là à utiliser ce levier-là pour s'organiser et pour rentrer dans, je dirais, la formalité. Et les avantages sont nombreux. Ils ne sont pas juste d'ordre fiscal. Je pense que là aussi, c'est un aspect qui est important parce que la problématique de l'informel ou la résorption de l'informel ne dépend pas. Vous avez aussi à réflexer sur des outils de financement adaptés. Je pense qu'on est sur la bonne voie aussi sur la réflexion sur la place des premiers outils qui sont appuyés par la Caisse centrale de garantie. Je pense que l'actuel ministre de l'économie et des finances, étant ancien banquier, fait du bon travail à ce moment-là pour faciliter ce que je peux appeler l'accessibilité au financement. Il y a aussi le levier formation qui est important. La sécurité sociale, c'est important parce que je dirais, toutes ces personnes qui sont dans la précarité et que vous voulez
je dirais, mettre sur l'orbite de l'entrepreneuriat, il faudrait aussi leur donner une carotte qui est celle de la couverture sociale, une couverture donc qui est adéquate. Et je pense qu'en maintenant, pour la première fois, on s'y met. Il y a un proverbe qui dit quelque chose malheur est bon. Je pense que ce contexte pandémique nous a. Je pense qu'il a, je dirais la pandémie de la Covid-19 a donné un coup de pied dans la fourmilière. Et pour la première fois, on pense sérieusement à la couverture sociale et notamment de cette catégorie des entrepreneurs. Et c'est une bonne chose. D'avoir mis en place ce système pour les auto-entrepreneurs et pour notamment toutes les entreprises qui opéraient dans le système forfaitaire avant. Et puis, vous avez bien sûr tous les aspects liés à la gouvernance, à l'allègement des procédures administratives, à l'adaptation. Qui ne concerne pas que l'informel, mais concerne beaucoup d'autres secteurs. Voilà. Oui, alors justement, merci beaucoup. Malheureusement, le temps de l'interview est terminé. Mohamedi Rachdi Yaqoubi, président du Cercle des fiscalistes du Maroc, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Voilà, c'est la fin de Question Éco. Très bonne soirée à toutes et à tous.